Bonjour à toutes et à tous, lundi 1er mai, nous sommes avec vous en direct aujourd'hui pour commenter l'actualité avec les courageux du jour. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour Mickaël, et bon 1er mai. Qui est venu avec du muguet, c'est bien, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, c'est aux éditions de l'Archipel. Frédéric Fougera, bonjour, président de Tenkan, bonjour. Bonjour, vous êtes l'auteur également de La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, et Arlette Chabot. Bonjour Arlette, qui est restée dans le studio, journaliste, éditorialiste, et tous les lundis matins, 7h35, l'édito politique dans le Grand Matin Sud Radio. On va revenir sur l'échec de la mobilisation au Stade de France, la note de la France qui est dégradée, le 1er mai, les manifestations, le RN qui délaisse Jeanne d'Arc pour se rendre au Havre. Bref, beaucoup de sujets tout de même en ce 1er mai avec vous. Commençons notre tour de table. Alors, commençons avec vous, Arlette Chabot. C'est un sujet transversal, on va dire. Ça concerne l'âge des dirigeants, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu une cérémonie, enfin une soirée sympa à la Maison-Blanche. Les correspondants de la Maison-Blanche qui sont là. C'est tout le gratin politique de Washington qui assiste à cette soirée. Il y a 2600 invités qui étaient réunis. Et donc, l'idée, c'est toujours de mettre en boîte le président des États-Unis. Trump, évidemment, ne s'était pas plié à l'exercice, mais Biden, oui. Et alors, le présentateur, qu'a-t-il dit en rigolant? Eh ben, en France, on manifeste contre le report de l'âge de la retraite. 62 à 64 ans, j'en perds ma voix. Oui, on va vous donner un petit verre d'eau, Arlette. Oui, on l'a vu sur les écrans, effectivement, parce que Joe Biden a annoncé la semaine dernière qu'il allait se représenter. Il aura 87 ans, c'est ça? Non, non, il aurait 86 à la fin de son mandat. 82, 86 à la fin. À la fin, bah oui, enfin bon. Donc, évidemment, il a été mis en boîte pour son âge, en disant, mais comment les Français manifestent? Et vous demandez 4 ans de plus. Et Joe Biden, évidemment, a répondu avec humour, eh ben oui, qu'il était un sage et qu'en fait, il n'était pas vieux, mais chevronné. Alors, on imagine déjà, ça fait rire, évidemment, Mickaël. Non, ça fait rêver. Mais on imagine, ça me fait rêver, non, mais... on imagine effectivement à nouveau le duel Trump, qui est un peu plus jeune, 4 ans de moins, donc 78-82, c'est formidable, ça fait rêver. Et moi je prends un pari, après Emmanuel Macron, le président jeune qui a fait rêver les Français, le prochain sera vieux. Il sera vieux? Oui, je crois. Plus âgé en tout cas, pour être aimable, parce que nous aussi on a besoin d'un président avec de l'expérience et chevronné. Et vous pensez à qui? Donnez-nous un nom. Je ne donnerai pas de nom, mais cherchez. On va chercher. Mais c'est vrai qu'il y a cette image, je crois que je l'ai évoquée la semaine dernière, de Joe Biden qui monte sur une estrade et on lui dit vous vous arrêtez devant le pupitre, et il continue, il passe devant le pupitre. Il y a quand même des petits signes inquiétants sur ce président. Il est fatigué, mais ça ne veut pas dire qu'il soit totalement gâteux. Et en plus, quand même, s'il est candidat, c'est qu'il pense, et je pense que c'est juste, qu'il peut être le seul à battre Trump, si c'est Trump. Et en tout cas, Kamala Harris, qui se préparait, elle n'a pas été à la hauteur de la tâche. Elle se prépare encore un peu. Mickaël, d'abord, par rapport à cette histoire de l'âge chevronné, à quel âge on est jeune, à quel âge on est chevronné, moi j'ai en tête cette phrase de Picasso qui, à 90 ans, disait « Il faut beaucoup d'années pour être jeune ». Donc déjà, ça fait un programme quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et je me souhaite d'être chevronné à 82 ans pour pouvoir continuer à faire des choses qu'on aime. On n'est pas égaux devant l'âge. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que au fond, ce qu'on retient, c'est que cet événement est traversé l'Atlantique pour venir être la vedette de la soirée, je dirais, la plus symbolique de la culture politique et médiatique américaine. Où devant le président, les correspondants accrédités, les journalistes tous accrédités à Washington, sont sur leur 31 en smoking, en robe longue, viennent et ont pour tradition de mettre en boîte l'exécutif, en particulier le président. On se prend peut-être à rêver que une telle dose d'humour puisse être acceptée en France par l'exécutif, mais on est très loin de ça. Il y a eu quelques tentatives de ça. C'est du rêve, ça. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on se prenait à rêver. Voilà, exactement. Imaginez-vous
Imaginez-vous François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, donc mis en boîte par les accrédités qui détestent voir. Il a fait une fois il a instauré le dîner des journalistes et c'était un très long dîner avec un discours où il pouvait effectivement être un peu humoristique, mais ça n'a pas été dans les canons américains. Bref, tout ça pour dire qu'en réalité, c'est aussi, je dirais, la réputation française qui a été mise en avant. Voilà, dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis, on met un peu de vacances entre le travail, et ici, on a plutôt l'habitude de mettre un petit peu de travail entre les vacances. Ouais. Commentaire. Juste un commentaire, c'est que oui, peut-être que François Hollande aurait même adoré. Juste pour revenir sur la qualité non pas sur l'humour, mais sur la qualité de ses prestations. Faut pas oublier que derrière cet événement, c'est avant tout, c'est aussi un spectacle avec des auteurs qui écrivent chaque vanne, chaque réaction. Donc c'est de l'humour sacrément professionnalisé et travaillé. C'est pas juste, pas juste la joie, la gaieté, la bonne humeur de chaque politique. Bien sûr, mais c'est aussi une décision. Mais c'est un exercice exceptionnel. Très codé par la politique, au sommet d'installer ce moment. C'est vrai que la France se retrouvant au centre de cette soirée et la réforme des retraites en particulier, ça signifie que on est un petit peu. Les révolutionnaires français inspirent toujours les Américains. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, ce qui a fait l'actualité ce week-end, Alexis Bachelet, c'est la publication du livre de Bruno Le Maire. Il semblerait. Alors, et un passage en particulier. Alors, au-delà du passage. Oui, parce que je ne suis pas critique littéraire, moi. Alors, donc, je ne peux pas me prononcer sur le fond. Oui, non, mais. Même si ça semble tout à fait. C'était votre coup de. C'est le mot. C'était votre coup de quoi? D'étonnement? De cœur? Non, en fait, on peut faire à charge et à décharge. Ça peut être un coup de cœur et un coup de gueule. C'est fait exprès. Allons-y. Donc d'abord, ça peut être un coup de cœur parce que on pourrait se dire, et c'est comme ça que Bruno Le Maire essaye de le défendre, c'est de dire voilà, vous comprenez, nous sommes des êtres de chair et de passion, et moi j'ai une passion, c'est l'écriture, c'est ma vie intérieure à moi, et donc vous comprenez, vous ne connaissez que mon personnage public. Le ministre, ancien député, tout ça, aux fonctionnaires, diplomates. Bon, je suis plus dense que ce que mon image renvoie. Donc, c'est une manière quand même de plaider que, effectivement, c'est pas parce qu'on est ministre, même de l'économie, qu'on a une charge importante dans un gouvernement d'un grand pays, qu'on n'a pas le temps d'avoir autre chose, d'avoir des passions, d'avoir... Bon, après, effectivement, ça, c'est à décharge, et c'est le côté, ça le rend humain, quoi. Il se réhumanise. Après, effectivement, à décharge, il y a quand même un côté, mais où trouve-t-il le temps de faire tout ça? Parce qu'en plus, il en a écrit plusieurs des livres, et visiblement, enfin, je sais pas, je suis pas romancier moi-même, mais il y a des romanciers qui ne font que ça. Ils n'ont pas le temps d'être romancier, Premier ministre, d'avoir 12 activités. Bon. Donc, on peut s'étonner. Alors, en plus, ce qui est un peu cruel pour Bruno Le Maire, c'est que au moment, alors vraiment, c'est tombé, comme dirait l'autre, c'est le kéros, quoi. C'est pas de chance, quoi. Au moment où justement son ouvrage sort, où les plus belles pages, semble-t-il, de cette œuvre romanesque sont publiées sur les réseaux sociaux, et où donc les critiques littéraires commencent à s'en donner à cœur joie, il y a la note de la santé financière et budgétaire de la France qui est dégradée par une agence de notation. Alors évidemment, l'agence de notation, c'est une pitié, hein. C'est pas forcément parce qu'ils disent que ça va mal se passer que la fin de l'histoire est déjà écrite, mais quand même la note est dégradée, et donc c'est vrai qu'il y a comment dire, c'est un peu comme si le réel venait percuter le storytelling de Bruno Le Maire, quoi. Donc il a peut-être une très belle plume, il a sans doute des passions intérieures très très puissantes, mais c'est vrai que là on va le juger non pas sur sa qualité d'écriture, mais sur ses résultats en tant que ministre, parce que quand même c'est un peu plus important pour l'avenir du collectif, de la France, de savoir si l'économie va bien aller, si le budget est tenu, ou si au contraire on est dans une trajectoire un peu tragique. Et donc voilà, ça m'inspire cette dualité. C'est d'un côté, je trouve ça presque sympathique de se dire qu'il n'a pas que la politique dans la vie, mais en même temps, à un moment donné, c'est pas sur ça qu'il va être jugé. Et donc, je pense que c'est un peu cruel ce qui se passe. Mais c'est là, peut-être qu'on peut parler aux communicants que vous êtes, Frédéric Fougerat. Est-ce qu'en termes de com, le moment était le plus opportun pour publier ce livre? De façon générale, du point de vue du communicant, je suis toujours étonné
étonné quand un ministre, un membre de gouvernement publie un bouquin pendant l'exercice de ses fonctions. Alors, je peux comprendre, parce que je fais partie de ces gens-là, donc l'écriture correspond à un besoin. C'est-à-dire que vous avez le cerveau qui est rempli, et c'est un soulagement, vous avez besoin d'écrire. Mais entre le fait d'écrire et le fait de publier un livre au moment où vous occupez des fonctions ministérielles, sauf si le livre avait un rapport direct avec votre exercice et votre portefeuille ministériel, c'est peut-être le cas. C'est là où je suis un peu dubitatif, quoi. On peut écrire, on peut consacrer son temps, ses nuits à écrire. On peut aussi décaler dans le temps et attendre d'avoir quitté ses fonctions. Donc, je pense qu'en termes d'image, c'est rarement positif, et il n'a pas besoin de ça pour être présent dans les médias. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt. Surtout il dit qu'il a passé 5 ans à l'écrire, mais son précédent livre était sorti, je crois, en 2019. Donc, mais on peut en écrire plusieurs en même temps. Oui, ça veut dire qu'il faut du temps quand même, non, pour écrire. Et c'est vrai que ce passage hier, qui a été sur tous les réseaux, passage érotico. Sexuel, ça fait pas sérieux. Je veux dire, mais on se demande ce que ça vient faire là. Mais en plus, c'est pas une scène indispensable. En tout cas, c'était pas peut-être pour lui indispensable forcément de l'extraire et de la mettre en avant. Mais ça, c'est la loi du genre aujourd'hui. On peut penser que, moi, j'ai pas lu le livre du tout, mais que dans l'économie générale, si je puis dire, de ce récit, peut-être que cette scène, elle trouve sa place, comme dans toute œuvre de fiction. Mais ce serait pas Bruno Le Maire qui l'aurait écrite, elle passerait peut-être presque inaperçue, parce qu'il va y avoir des centaines de pages qui ressemblent à ce genre de moments. Mais ça en revient en fait au personnage que, de manière assez cohérente, Bruno Le Maire installe depuis très longtemps, où il pense qu'il incarne au fond l'homme politique qui en phase avec les lettres françaises, qui est l'homme politique écrivain. Il a souvent dit, quand on a parlé avec lui régulièrement à ce sujet, je suis le seul homme politique publié dans la grande collection de Blanche de Gallimard, et aucun homme politique, aucun autre ne peut se targuer de ça. Donc il est effectivement un écrivain à côté d'être un homme public et un homme du gouvernement. Il a toujours installé cela. Je pense qu'il le fait encore plus depuis qu'Emmanuel Macron est là, histoire de sans arrêt lui rappeler que lui, il a réussi normal, et donc qui était quand même l'échec quand même du président de la République. Et ça, c'est leur compétition entre eux. Et puis parce que on arrive à un moment aussi du mandat présidentiel, de la présidence Macron, où on va vers la fin. Oui. Donc maintenant, tout le monde prend sa liberté. Vous rajoutez le livre de Bruno Le Maire, à Playboy, à Tétu, à toutes les approches maintenant plutôt libres de la part des membres du gouvernement. Oui. Maintenant, juste pour terminer sur la note, je pense que en fait, ça n'est pas à mettre au fond au déficit de Bruno Le Maire, parce que lui, ça fait déjà des années qu'il dit qu'il faut lutter contre le déficit public, parce que la note, elle fait référence. On va y revenir. On va y revenir à la note, et puis Arlette, vous nous direz ce que vous pensez de Bruno Le Maire, écrivain. Non, parce qu'on a la pub 9h15. Non, vous allez le dire. Je ne vous censure pas. Vous n'êtes pas censuré sur Sud Radio. Nous parlons vrai et la parole est libre. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors nous allons parler évidemment de la mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, mais nous terminons sur ce sujet essentiel. J'ai failli être censuré. Mais vous n'êtes pas censuré sur la publication du livre de Bruno Le Maire, donc plusieurs étonnements, le timing, et puis ce passage érotico-littéraire, on va dire, qui a beaucoup fait réagir. Votre analyse, vous, Arlette? D'abord, moi je trouve que c'est un écrivain, parce que le premier livre, c'est Des hommes de pouvoir, qui était un récit effectivement autour de Dominique de Villepin, Matignon, qui était extrêmement bien écrit et très intéressant. Après, il y a les romans ou les livres un peu différents. Il y a un livre qui était consacré au pianiste Vladimir Horowitz. Mais c'est celui-ci. Voilà. Un ancien chef d'orchestre. Et puis, il y a eu 2 romans. Et à chaque fois, dans le premier roman publié en 2004, si je me souviens bien, il y avait déjà un passage érotique. Donc là, il y en a un second. Et je suis tout à fait d'accord avec Michael. Ça arrive, même assez souvent. Il faut casser aussi son image. Voilà, il est le propre sur lui, le garçon... parfait sous tout rapport, un peu austère. Donc là, avec ces petits passages, il espère, c'est pas ce qu'il fait de mieux, c'est pas ce qu'il écrit de mieux, évidemment.
casser son image. Mais je voulais dire quand même que Bruno Le Maire n'est pas Marlène Schiappa, qui écrit beaucoup de livres, mais lui, il écrit vraiment, et je pense que ça peut être un auteur. Et vous vous souvenez justement dans la compétition avec Emmanuel Macron, Houellebecq. Oui, hein, bien sûr. Qui est évidemment en référence à Bruno Le Maire, son héros. Et là, on dit que ça avait beaucoup fâché Emmanuel Macron. Donc, que ce soit en politique ou en littérature, les rivalités sont toujours là. Oui, mais c'est vrai que le timing peut tout de même interroger. Évidemment, c'est une mauvaise coïncidence. C'est une mauvaise coïncidence. Et puis l'accumulation, ce que vous disiez, Playboy, etc., c'est... La grivoiserie rend sympathique. Oui, nous sommes en France, monsieur. Mais oui, absolument, le pays de la licence. Ou pas. Frédéric Fougera, un coup de gueule. Alors non, Valérie, c'est pas un coup de gueule, c'est un carton rouge. Si vous voyez où je peux vouloir en venir. C'est pire. Un carton rouge, alors non pas aux syndicats qui voulaient perturber le match de la Coupe de France samedi soir et qui ont plutôt, je pense, loupé leur coup médiatique. Parce que faire du bruit avec 30 délégués syndicaux pour perturber un déplacement du chef de l'État, c'est peut-être pas la même chose que d'essayer de manipuler 80 000 spectateurs dans un stade, surtout quand on vient faire la fête. Donc ça, c'est plus compliqué. Non, un carton rouge. En fait, pour les élus qui soutiennent ce genre d'initiative et qui, quelque part, les légitiment, mais qui se rendront peut-être compte très vite que ça peut se retourner contre eux. Tout politiser, tout conflictualiser, c'est une technique de communication qui fonctionne quand on veut faire parler de soi dans les médias, mais encourager le bordel, comme a osé le dire Gérald Darmanin, ça peut vous revenir en pleine gueule. Demain, est-ce qu'on va perturber un concert, l'inauguration d'une école, d'un musée, la projection d'un film, et puis dans un an, est-ce qu'on va pourrir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Oui, si on légitime ce genre d'action, ça va finir comme ça, surtout si ce sont les élus qui le font. Donc voilà un carton rouge pour ce que je vais appeler des irresponsables politiques qui surfent sans discernement pour leur com, pour leur image. Je parle de communication, mais la communication n'a pas tout de bon et quand elle est mal utilisée, elle est même carrément mauvaise. Voilà, ils jouent un jeu à mon avis très dangereux qu'ils regretteront et il sera compliqué, voire impossible de revenir en arrière. Donc on se tire une balle dans le pied. Ces élus-là sont carton rouge pour ces élus. D'accord avec ça, Alexis Bachet. Il y a Anne Hidalgo qui soutient la qui soutient l'opposition à la réforme des retraites, qui ne soutient pas forcément le bordel, mais elle le soutient. Oui, je pense pas qu'Anne Hidalgo elle soit le chantre du tout conflit et du tout confrontation. Non, ça me fait penser à quelque chose. Il y en a d'autres bien avant. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a un philosophe qui s'appelait Carl Schmitt et qui va expliquer qu'en politique, il y avait deux catégories, amis et ennemis. Et ce type de littérature, qui est d'ailleurs... c'est pas totalement inintéressant de considérer que c'est en Allemagne qu'on a eu ce type de publication avant l'arrivée d'Adolf Hitler. L'hitlérisme, Carl Schmitt, Et, mais il y a eu encore avant le discours à la nation de Fichte, beaucoup de publications qui disaient en gros il y a nous et les autres. Nous on est les bons, on est supérieurs, et tous les autres il faut s'en méfier et on sait comment l'histoire se termine. Et donc moi je pense que cette conflictualisation c'est toujours les prémices c'est le terreau d'un totalitarisme quoi. C'est-à-dire qu'à la fin si on conflictualise tout, ça veut dire qu'il n'y a plus de pacte démocratique, il n'y a plus de règles du jeu démocratique, et à un moment donné, quand il y a des règles, c'est-à-dire que tout n'est pas permis, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, effectivement, tout conflictualiser tout le temps, et commencer à pointer du doigt, dès qu'un parlementaire va se déplacer, il va avoir une manifestation, il y a un sujet quand même sur, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, quoi, finalement. Et je pense que ça, on est dans une pathologie, là. On est dans une pathologie et c'est inquiétant parce que on sait très bien comment ça peut se terminer. Et je trouve qu'effectivement, on peut être un opposant farouche à la retraite à 64 ans et se dire que quand il y a un match de foot, en plus, je comprends même pas parce que en fait, les opposants à la réforme des retraites, ils auraient dû déjà considérer que c'était une victoire, que le président de la République ne puisse pas aller sur la pelouse. Qu'on soit obligé d'organiser des contrôles de filtrage pour enlever les sifflets de la bouche des gens, les cartons, etc., pour essayer de minimiser.
et que de toute façon, c'était déjà la preuve que le président est impopulaire, que cette réforme est impopulaire, et il n'y avait pas besoin d'essayer de créer pendant un match de foot, le final de la Coupe de France, ça n'a rien à voir, à la 49e minute. Donc c'était évident que ça allait faire un flop, puisque les gens, ils sont pas là pour ça. Et que de toute façon, si Emmanuel Macron s'était présenté sur la pelouse, il aurait eu une bronca, et le message était passé. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites, et même pour l'avoir vécu moi en tant qu'élu, ou pour le vivre parfois, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des gens qui considèrent que en politique, quand on est dans l'opposition à quelque chose, tout est permis, tout est possible. Moi, je pense que c'est pas le cas. Ouais. Alors effectivement, mea culpa, Anne Hidalgo, au contraire, a appelé. Je sais pas, j'avais vu passer un papier, mais elle a appelé au calme et elle a condamné vendredi les violences qui détournent l'attention. Beaucoup. Alors des auditeurs me disent la télé n'a pas diffusé les sifflets. Il existe des vidéos venant des spectateurs. Il y a quelqu'un ici dans la rédaction, 2 personnes qui étaient au stade, et les Nantais étaient effectivement tellement abattus qu'ils n'avaient pas du tout la tête à siffler. Il y a certainement eu des sifflets, mais les syndicats de France Télévisions avaient bien veillé à ce qu'il n'y ait pas de baisse de son ni de micro coupé comme ça avait pu être demandé. Oui, et puis même samedi soir, dans les images qui précédaient le match et l'arrivée des supporters, on voyait qu'ils ne prenaient pas, et ça avait été montré, ça avait été souligné. Donc le travail a été fait, on va dire, de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est que cette grande opération de communication de la CGT a échoué. Quelque part, ça montre aussi qu'il y avait une forme je dirais, d'avoir. C'était la remarque qu'on pouvait même se faire avant le match, et quand on a vu la focalisation de tous les débats et toute la journée sur comment va se passer chaque minute de match et que signifie voilà tout ce moment-là. À un moment donné, on a quand même, ça donne le sentiment d'être quand même au fond déconnecté de la réalité et des problèmes que vivent les Français. Je pense que quelque part, c'est ce que ce stade, qui a été au fond un panel de sondages grandeur nature, a aussi renvoyé aux syndicats en disant, écoutez, nous, notre problème, c'est que nos vrais problèmes, c'est on met 5 mois pour avoir un passeport, qu'on n'a pas de médecin, qu'on a des services publics dégradés. Donc franchement, le carton rouge à la 49e minute, 3 secondes, et dire que Macron, c'est une victoire parce qu'il va pas sur la pelouse, c'est quand même un peu loin. Il faut quand même constater aujourd'hui, on est le 1er mai, on est au point d'orgue de cette intersyndicale qui à bien des égards a réussi beaucoup de choses. C'est un échec. Parce qu'une mobilisation, elle se compte pas uniquement, elle ne s'évalue pas dans la capacité d'avoir rassemblé beaucoup de monde. Elle s'évalue aussi dans la capacité à avoir fait reculer ou pas l'exécutif sur les projets qu'elle contestait. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Il faut quand même bien dire que la loi sur les retraites, tellement contestée, a été votée, promulguée, et qu'elle ne sera pas abrogée. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle n'a pas été tout à fait votée, d'ailleurs. Elle a été votée dans les conditions du Parlement. On est quand même dans un fonctionnement quand même parlementaire qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc bref, le cheminement, comme on va dire, démocratique, parlementaire, a été validé. Et on en est au paradoxe à ce point que les syndicats espèrent maintenant et mettent leur dernier espoir dans une proposition de loi d'un groupe centriste à l'Assemblée qui voudrait faire abroger cette loi le 8 juin. Et si jamais, ce qui ne sera difficilement le cas, ça peut fonctionner, ça ne sera pas à l'apanage des syndicats. Donc en fait, c'est aujourd'hui, c'est le point d'orgue et c'est le début de la fin de l'intersyndicale. On va voir la mobilisation aujourd'hui. On va en reparler. Arlette Chabot. Moi, je pense que effectivement, mais la question que pose indirectement Mickaël, c'est aussi l'histoire de la violence. C'est les gilets jaunes auxquels le gouvernement cède et ne cède pas aux manifestations calmes, largement approuvées aussi par les Français. C'est celui de la grève générale, le blocage que voulaient certains syndicats. Donc, à l'opposé d'un Laurent Berger qui dit la France à l'arrêt, mais c'était une journée. Et en tout cas, qui n'est pas pour la grève générale. S'il faut vraiment bloquer le pays complètement pendant plusieurs jours, s'il faut casser, taguer l'Arc de Triomphe pour obtenir satisfaction, c'est une véritable question et qui interroge. On n'a pas fini d'en débattre à l'intérieur des syndicats, évidemment. Donc, pour le reste, des petites coupures annoncées. Je pense qu'après le Stade de France, j'espère que la CGT ne mettra pas
à exécution, ça menace aussi de couper le courant pendant le festival du film à Cannes. Je pense que ce serait une vraie bêtise parce que ceux qui ont payé leur billet pour le match avaient aussi envie d'être dans le match et d'oublier justement un peu la réforme des retraites. Et ceux qui vont à Cannes, on plaisantait tout à l'heure avec l'image que donne la France aux États-Unis. Je veux dire, c'est aussi une fête, Cannes, d'une certaine manière. C'est la culture, c'est le cinéma, donc pitié, ne coupez pas l'électricité. Des opérations envisagées coupez pas le courant. Surtout que la CGT est à l'origine, vous savez, de la création du Festival de Cannes. Et partie prenante depuis la Libération. On y revient dans un instant avec vous. La mobilisation aujourd'hui, 1er mai, historique. On en reparle. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h en direct en ce 1er mai avec Arlette Chabot, Alexis Bachelet, Frédéric Fougera et Mickaël Darmon. Alors Mickaël, avec vous on va parler du 1er mai du Rassemblement National. Oui. Oui, c'était votre coup de projecteur. Nostalgie. Nostalgie. Alors, je vais vous dire autre chose. Vous me cherchez là-dessus. Nostalgie d'avoir été à France 2 avec vous quand vous étiez ma directrice de l'information et qu'on passait les 1er mai à faire le 1er mai. Le matin, c'était la manifestation du Front National. L'après-midi, c'était le social. Et on passait en général de très belles journées. Donc oui, voilà, de ce point de vue-là, cette nostalgie, de grande journée d'information. Mais c'est intéressant parce que d'abord, c'est une innovation. Enfin, c'est présenté comme l'innovation de Jordan Bardella. En réalité, c'est pas le cas. Ça fait déjà quelque temps que le Front National puis Rassemblement National de Marine Le Pen a arrêté avec la fameuse tradition du papa devant Jeanne d'Arc. Et depuis le Covid, il n'y avait pas eu de rassemblement important. Donc là, c'est une manière de reprendre. Ils le font de manière intéressante. D'abord parce qu'effectivement, politiquement, ils se repositionnent au fond sur une tradition historique de ce 1er mai. Le 1er mai est chômé et férié par décision du maréchal Pétain en 1941. Donc aujourd'hui, si nous ne travaillons pas, c'est le maréchal Pétain qui l'a instauré et nous respectons encore cette tradition. Donc ça, il faut le savoir. Le 1er mai, ça vient des États-Unis. Le 1er mai, chômé en France et férié est une décision en 1941 du maréchal Pétain, se référant à effectivement cette journée à Chicago. Mais férié et chômé, c'est une décision du maréchal Pétain. Donc quelque part, en faisant la fête de la nation, le RN revient subrepticement à cette tradition politique, cette matrice politique pétainiste au fond. Après, ils le font au Havre. Ça c'est une autre démarche, c'est Marine Le Pen se cherche un adversaire maintenant pour 2027, puisque ce ne sera pas Emmanuel Macron. Et donc, elle a regardé les sondages, elle s'est dit, tiens, c'est Édouard Philippe, allons le désigner. Lui, évidemment, il répond comme il a répondu, mais il est quand même assez content, quelque part, forcément. Ça met un coup de projecteur. Parce qu'il devient le candidat désigné par Marine Le Pen. Le ring peut être réoccupé et on va voir dans quelle mesure ça va éventuellement servir ou pas ses objectifs. Ouais. Vous pensez que c'est la stratégie, c'est ça? Parce que l'argument du Rassemblement National, c'est de dire un 1er mai ouvrier, on revient... Oui, ça c'est le narratif officiel, ce qui n'est pas totalement faux. Mais pour Marine Le Pen, qui n'a que 2027 en tête, le RN vise évidemment 2027, c'est désigner aussi un candidat, d'autant plus qu'ils ont trouvé effectivement l'argument qui consiste à rappeler tous les jours qu'il était pour la retraite à 67 ans et qu'il est sûrement encore Édouard Philippe. Donc c'est une manière et aussi d'aller sur un endroit, une terre de mission, puisque c'est aussi l'endroit où, cette ville où les scores de Marine Le Pen ont été très bas durant les élections législatives et présidentielles. Frédéric Fougera. Totalement d'accord, on parle de stratégie, mais là c'est la stratégie du jour, du moment, c'est peut-être pas la stratégie à long terme, parce que notamment en matière politique, il faut être très agile et adaptable aux situations. Mais effectivement, d'abord, il n'y a rien de plus confortable que de désigner son adversaire politique. Donc ça c'est très bien pour Marine Le Pen. C'est effectivement une chance aussi pour Édouard Philippe qui fait partie d'un lot. Et là, tout d'un coup, même si les sondages le mettent comme étant le personnage le plus troublant face à Marine Le Pen lors d'une élection, en tout cas lui ça l'installe. Donc c'est tout bénéfice pour lui. Il y a plusieurs stratégies aussi. C'est quand même les terres de l'Ouest, c'est quand même les terres où le Front National, le Rassemblement National, fait ses plus faibles scores. Je crois qu'il n'y a même pas d'élu Rassemblement National au Havre. Donc il y a plusieurs stratégies aussi, aller chercher
chercher dans cet ancien bastion communiste, donc supposé très populaire, un électorat qui ressemble à celui du Rassemblement national. Maintenant, dire que Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont dans l'innovation, ça peut être discutable. Je prends l'exemple de mails qui étaient envoyés hier pour relancer des adhésions. En rapport avec la journée médiatique qu'ils vont avoir aujourd'hui, où le mail c'était dernier jour, adhérez et recevez en exclusivité une photo signée de Jordan Bardella. Alors ok, c'est le premier de la classe, il peut jouer sur le côté beau gosse tant auprès des filles que des garçons même peut-être, mais en tout cas la méthode de com là elle est un peu désuète. Donc voilà, il n'y a pas que de l'innovation non plus dans leur démarche. Arlette Chabot, sur ce 1er mai au Havre. Oui, c'est assez malin. C'est-à-dire qu'au fond, on s'aperçoit que sur la stratégie ou la tactique, ils sont assez bons au Rassemblement national. Le problème, c'est le fond. Toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils gagnent sur la forme. Marine Le Pen apaise quand Emmanuel Macron clive étend l'atmosphère. Ils sont impeccables, irréprochables à l'Assemblée, propres sur eux, bien élevés, respectueux. Alors que les élus de la NUP et notamment les Insoumis vocifèrent. Donc au bout du compte, ils en profitent. L'image est bonne. Après, on est toujours interrogatif sur le fond, le projet. Donc c'est bien d'aller au Havre, c'est une bonne idée. Édouard Philippe, il doit être effectivement... Je ne veux pas dire content, mais bon, enfin, en tout cas, c'est l'adversaire qu'elle s'est choisi pour 2027. Je n'oserais pas dire qu'il est content. Alexis Bachelet dit oui, moi je suis pas sûr. On l'oublie un peu des fois, donc là il revient au centre du jeu. Oui, on s'intéresse au Havre aujourd'hui. Il y voit un intérêt. Mais cela dit, les interrogations, encore une fois, restent les mêmes sur le fond du projet. Et Marine Le Pen devrait se mettre à travailler pour 2027 quand même un peu plus qu'elle ne l'a fait lors des 2 précédentes candidatures. Ce qu'elle est en train de faire, du coup. Non. Oui, mais de la crédibilité. C'est c'est vrai que les traits d'image ont bougé entre-temps. Oui, c'est ça. Elle est totalement les traits d'image ont considérablement évolué. Et ça, c'est ce qui est effectivement assez nouveau. Le fond pêche toujours. Alexis ? Non. Moi, je vais aller rapidement sur le Rassemblement national et le 1er mai. En fait, c'est une tentative de réinstaller dans la journée du 1er mai le Rassemblement national. À l'époque du Front national, il y avait quelque chose qui était raconté. Là, ils essayent de renouer. En plus, on est en plein conflit social, donc c'est aussi un message à plusieurs niveaux. Simplement, ils ont de la chance que ça soit Édouard Philippe dans les sondages, parce que si demain c'est Bruno Le Maire, ils vont aller manifester où ? À Bercy ou devant son éditeur, je sais pas. Il va falloir qu'ils trouvent, qu'ils se réinventent, quoi. Les sondages, ça vient. Vous voyez. Donc là, c'est bien. Là, c'est bien aligné. Édouard Philippe dans les sondages, Le Havre, tout ça colle pas mal. Mais après, bon, voilà, la vérité de ce jour n'est pas forcément la vérité de toujours. Donc, il se peut que l'année prochaine, on soit sur un autre dispositif. Oui, mais il faut quand même que on entend souvent les arguments. Qui consiste au fond à balayer ou à dire tout ça, c'est de la mousse. Mais c'est habile. C'est habile, mais ça repose aussi quand même sur une réalité politique. 42% au 2e tour de l'élection présidentielle. Et personne d'autre que cette candidate ou ce parti n'arrive à avoir ce résultat. Et il part de là. Après, on pourra toujours gloser, mais il part, mais il part de là. Il part de ce terreau électoral qui est absolument considérable, avec une nouvelle cartographie, c'est-à-dire leur présence au Havre, une nouvelle cartographie électorale avec des lieux dans lesquels jamais le RN avait progressé, notamment autour de Bordeaux, aux confins de l'Ouest, dans des secteurs qui sont sortis de leur zone traditionnelle d'implantation électorale. Et ça. Une fois de plus, ça n'est pas. On a vu le groupe Renaissance qui a créé le énième groupe de surveillance et de dénonciation des propos du RN. Il y en a 10 qui ont existé comme ça. Ça n'est pas avec cela que cette progression sera stoppée. Il faudra une offre politique. Et je voudrais aussi rajouter que le fait d'arrêter cette manifestation qui avait été créée par Jean-Marie Le Pen en 88 devant Jeanne d'Arc, c'est aussi une façon de prendre encore plus de recul vis-à-vis de l'image du père. Et donc par rapport à la respectabilité, par rapport au travail d'image qui a été fait, c'est très discrètement une marche de plus pour effacer le passé. Oui, la rupture affichée en tant que telle. On va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. On va parler de la mobilisation aujourd'hui, puis peut-être quelques mots sur la note de la France dégradée, essayer d'expliquer, de comprendre ce que ça signifie. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous sommes le 1er mai, nous sommes avec vous en direct sur Sud Radio. 1er mai, irez-vous manifester? On attend une mobilisation importante. Peut-être un mot sur les médias, Frédéric Fougera. Vous avez fait ceux qui ont Twitter peuvent peut-être aller voir ce que vous avez, la comparaison que vous avez fait avec un James Bond. Mais c'est vrai que je pense que les médias ont une responsabilité, vous allez me dire que c'est une banalité que de dire ça, mais assez importante tout de même dans la montée en pression. On l'a vu, je pense à nos confrères de BFM pas seulement, mais en particulier, hein, il y avait, je pense au décompte, des choses comme ça. Non, mais c'est des gens qui nous font des leçons aussi de journalisme, donc on peut aussi de temps en temps les tacler, parce que samedi soir en particulier, sur le match, c'était une montée en pression sur attention, vous allez voir ce qui va se passer. Et Frédéric Fougera sur la responsabilité des médias qui allume une mèche aussi. Écoutez, en fait, ce week-end, à force d'entendre parler de cette journée historique du 1er mai, à force d'entendre cette mobilisation incroyable, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je me suis endormi et qu'on est le 2 ou le 3 mai, ou est-ce que l'événement n'a pas encore eu lieu? Et tout d'un coup, ça m'a rappelé, alors c'est un film qui date de 97, je crois, un James Bond, vous l'avez dit, Valérie, je sais pas si vous en souvenez, Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais, où en fait, un méchant propriétaire de médias en fait crée des conflits dans le monde pour en avoir l'exclusivité et pour alimenter ces médias et quelque part en voyant certaines chaînes d'infos sans les nommer ce week-end, j'avais vraiment le sentiment de est-ce que les gens fabriquent l'information pour être certains pour alimenter leurs canaux ensuite de diffusion? Et puis je me demandais aussi du coup à partir de combien de manifestants, à partir de combien de blessés, combien d'incidents le spectacle médiatique est considéré comme satisfaisant ou pas. Voilà, c'est la réflexion. À un moment, je me suis dit, mais bon, tu t'es endormi pendant tout le week-end et en fait, il s'est passé des choses. En fait, on a passé des journées à commenter un événement qui n'a pas encore eu lieu. Ouais, ce qu'on est en train de faire, peut-être. Michael. Moi, justement, sur un de ces plateaux, j'ai fait remarquer à Cécile Berzelletti de la CGT qui reparlait il y a quelques jours d'un événement historique du 1er mai en lui disant, mais il n'y a pas encore eu lieu, donc on verra, il sera historique, effectivement, après ou pas. Bon, on l'avait pas trop apprécié en tout cas, ce qui est vrai que cette manifestation dans son organisation, elle rentre dans l'histoire des manifestations, l'histoire sociale, puisque il y a eu en unitaire, dans le défilé unitaire, il y a eu le Front populaire le 21 avril 2002 et aujourd'hui le 1er mai 2023. Donc c'est pas tous les jours. Donc de ce point de vue-là, dans l'histoire de la démocratie sociale, c'est une date. Après on verra ce qu'elle aura déclenché. Moi je maintiens quand même qu'aujourd'hui l'intersyndicale, malgré la puissance de sa mobilisation, elle n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement. C'est un fait. Voilà, ils peuvent le décliner comme ils veulent. La réalité, elle est celle-là. Mais il n'en reste pas moins que cette intersyndicale, même si dans quelques jours, elle sera peut-être plus organisatrice de manifestations, restera un référent politique parce qu'il s'est passé quelque chose d'important, d'inédit et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en France dans cette capacité. Je pense que c'est ça que les Français retiennent. Il y a un taux de conflictualité qui a été remis, des propos, des thèmes qui ont été rassemblés, une mobilisation importante et sans violence, dans le respect quand même de l'ordre, d'un certain ordre républicain. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Pour pouvoir voir comment avancer. Et on verra surtout comment les partis de gauche, qui pour l'instant sont assez créatifs dans la division, et je pense qu'ils vont encore nous surprendre dans les temps à venir, vont être capables ou pas d'entendre ce message. Voilà. Arlette Chabot. Oui, ce qui restera de toute façon, effectivement, c'est l'unité syndicale, bien évidemment. Combien de temps va-t-elle tenir? C'est ce qui explique aussi le soutien, parce que ce qui est toujours intéressant, ce sont les enquêtes d'opinion. 60% des Français continuent à soutenir le mouvement contre la réforme des retraites, et il y en a à peu près autant qui soutiennent même les casseroles, le nudge a du mal à le dire, les casseroles contre les ministres et contre le président de la République. Donc, il y a une colère ça aussi, on revient à ce que disait Michael tout à l'heure.
l'heure, il n'y a pas eu la France à l'arrêt, il n'y a pas eu de perturbations énormes, les syndicats ne sont pas responsables des violences, c'est en marge évidemment, donc les Français continuent à soutenir. Donc la colère est là, elle se traduira ou elle ressortira d'une manière ou d'une autre à un moment sur un autre sujet de mécontentement demain, dans 6 mois, dans un an, et forcément à l'occasion d'élections. Bien sûr. Le prochain rendez-vous sur les européennes, c'est parce qu'il y a de plus mobilisateur. Néanmoins, quand on n'a qu'un instrument, on peut l'utiliser. Saisir. Oui, mais enfin, quand on voit l'abstention record qu'il y a eu aux précédentes élections. Oui, mais on ne sait jamais. Là, on peut. On verra justement de quelle mesure peut-être ça aura fait évoluer ce rapport à cette expression. Oui, enfin, on entend beaucoup de tous pourris, on n'y croit plus, la politique, etc. Il y a quand même cette, ce fond-là. Alexis Bachelet, sur cette mobilisation annoncée et sur les suites, en fait. On sait que la mobilisation, elle sera forte et elle est historique d'abord parce que, ça a été dit, il y a un front syndical uni et que dans l'histoire syndicale du pays, ça a été quand même l'exception. La règle, c'est souvent quand même chacun dans sa tribu et chacun défendant ses mots d'ordre pour se distinguer, y compris les uns des autres. Donc c'est quand même un exploit historique qu'a réussi à faire le président de la République, moins d'1 an après son élection, de reconstituer, de redonner même une capacité d'action forte aux syndicats. Parce que le syndicalisme, on aurait eu ce débat-là il y a 2-3 ans. On avait dit oui, regardez, les gilets jaunes, c'est la fin des corps intermédiaires, c'est la fin des partis politiques, c'est la fin. Et là, Emmanuel Macron aura peut-être réussi, c'était pas dans son programme vraiment explicitement, mais à revitaliser comme jamais un syndicalisme français qui était moribond il y a encore quelques mois. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une dimension historique à ce 1er mai, à cette intersyndical et à ce front du refus d'une réforme qui, quand même, ne fait peut-être pas l'unanimité contre elle, mais qui, quand même, a mobilisé non seulement tous les syndicats, 100% des syndicats, mais pratiquement 70% des Français. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Français aussi unis, aussi unanimes. Et de ce point de vue-là, c'est évident que peut y avoir aujourd'hui plusieurs débouchés politiques. Ça peut être uniquement la colère, l'antisystème. Bon, le Rassemblement national s'y prépare. Ça peut être une alternative plus constructive, plus démocratique. Ça, c'est le rôle des formations politiques. Mais ce qui est sûr, c'est que on est à une date un peu, à un tournant un peu historique. Il peut se passer, ça peut enfanter beaucoup de choses. Voilà, ça peut enfanter des choses très déroutantes et très inédites. Ça peut aussi redonner de l'énergie au corps politique, au corps civique. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura un après cette réforme. Et mon dernier mot, ça sera pour dire que je pense que ça devrait interpeller les responsables politiques de tous bords sur l'état de nos institutions et de notre système démocratique. Parce que ça a été dit tout à l'heure par Éric Revel, dans la tranche précédente avec Arlette Chabot. Je ne vois pas comment on ne peut pas tirer des leçons de la séquence que nous venons de vivre, où un président qui vient d'être réélu il y a moins d'1 an, il y a un premier signal sur l'Assemblée nationale, il n'a pas la majorité, et malgré tout, il fait comme si on était à l'époque du général de Gaulle. J'ai été élu pour 5 ans, je suis le président d'une grande puissance, les institutions me donnent le pouvoir de gouverner comme je l'entends, et j'entends gouverner selon mon bon plaisir. Est-ce que c'est l'acmé d'une démocratie mature? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt un risque que Emmanuel Macron fait courir au pays en pratiquant le pouvoir de cette manière-là, envers et contre tous. Ce que je trouve intéressant, juste un mot, c'est François Bayrou, qui hier, dans une interview accordée au JDD, dit « Un président aujourd'hui ne peut pas dire « je suis élu pour 5 ans et je fais ce que je veux ». Absolument. Et je trouve que c'est intéressant. C'est une réflexion ancienne du président du Modem. Et Bayrou est constant. Mais aujourd'hui, c'est pas un ennemi, le même président de la République qui le dit. Donc c'est une leçon de gouvernance qu'il donne à Emmanuel Macron. Oui. Oui, écoutez, on l'a souvent dit, mais cette fois-ci, c'est encore plus vrai, je pense. Enfin, en tout cas, ça rencontre vraiment une forme de réalité là dans les faits. C'est que Emmanuel Macron s'est présenté depuis 2017 comme étant le premier d'un monde nouveau, et en fait, il est le dernier d'un monde ancien. Et c'est ça qui, je pense, est à l'origine du malentendu, du grand malentendu qui restera, je pense, cette marque de fabrique quand on parlera bientôt des années Macron. C'est ce grand malentendu entre ce président qui a fait croire qu'il avait compris, et parce qu'il a compris.
Il a compris. Mais en réalité, la mise en opératoire, la décision, les décisions, la pratique de politique publique qui a été mise en place est effectivement extrêmement datée. Et correspond à des modes de fonctionnement qui rappellent beaucoup plus les années 70 et les années de pouvoir vertical, technocratique que le 21e siècle. Oui, Frédéric Fougerat. Alors, tout en étant parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Alexis, je voudrais aussi dire, ne commentons pas uniquement ce qui nous arrange. Effectivement, il y a une vraie question démocratique par rapport à un président qui a une représentativité qui est assez faible. Mais en fait, est-ce que la question ne se pose pas à tous les élus ? Est-ce que la maire de Paris, est-ce que les autres élus locaux n'ont pas cette représentativité qui est aussi très faible ? Est-ce que ça s'applique pas aux syndicats ? Quand la CGT est capable de bloquer plus ou moins le pays ou mener des actions, elle représente quoi en réalité ? Donc en fait, c'est l'ensemble de la société qui est concernée par ce sujet. Alors on l'applique d'abord au chef de l'État parce que c'est la personne la plus visible, mais en fait c'est l'ensemble de notre société qui est concernée par ce conflit de représentativité. Je suis à un poste avec des responsabilités, mais finalement je représente pas tant de monde que ça. Parce que c'est le chef de l'État qui justement à la fois est en capacité de pouvoir faire changer cela lorsque le constat est fait. Or ça n'est pas le cas. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il est l'objet, je dirais, de ces observations. Mais pour revenir tout à l'heure à ce que disait Arlette Chabot qui évoquait le Festival de Cannes avec des actions annoncées jusqu'aux Jeux Olympiques, il y a une colère réelle dans le pays. Ah oui. Il y a des manifestations qui sont là. Jusqu'à quand ? Jusqu'où le président Jusqu'à l'élection présidentielle. Le président joue le pourrissement. 4 ans à tenir. Ça va être long. Hein. Mais ça ira bien au-delà, ça continuera après. Oui, mais aujourd'hui, 1er mai, donc on nous annonce une mobilisation monstre. Ça va changer quoi ? Non, concrètement, rien. Non, rien. Mais le problème, quand on évoque les portes de sortie, on voit pas très bien ce que peut faire le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que dans l'immédiat, s'il y a des discussions qui s'engagent à Matignon sur le projet social, les syndicats vont imposer un certain nombre de sujets. Le gouvernement devra lâcher, devra céder. Ça sera déjà quelque chose. Et en plus, on n'imagine pas 4 ans comme ça sans consultation réelle. C'est pas les sénatoriales à l'automne qui vont bouleverser les Français. Ce sont pas les européennes qui effectivement pourront servir d'exutoire, mais c'est pas incroyable. Après, il y a l'idée parmi les solutions. Je ne vois pas Emmanuel Macron dissoudre parce que ce serait pire au fond, ce qui récolterait bien entendu. Ce serait la même Il chose. peut consulter les Français par référendum sur un sujet, et s'il le perd, faire du De Gaulle, c'est-à-dire je m'en vais, et mettre son mandat en jeu. Ça serait du panache. Oui, mais justement, c'est ça l'idée, c'est que le rapport au panache est très aléatoire. Je ne dis pas que ça arrivera, mais non, ça n'arrivera pas. On est dans un si vous voulez faire une sortie à la De Gaulle, vous vous dites, quand vous êtes vraiment en difficulté... On n'a pas du tout l'intention. Attendez, je fais une hypothèse. Alors, puisqu'on fait encore... c'est comme ça arrive souvent, la référence au général De Gaulle. Il y a quelques jours, il y a eu sur Arte la très belle série sur la résistance qui a été faite par Patrick Rothman. Et de voir, de replonger dans ces années, de revoir ces images et ces comportements, ces attitudes, je me suis dit, on comprend pourquoi ils sont tellement dans la difficulté, nos dirigeants actuels aujourd'hui. Il n'y a pas d'éthos héroïque. Il n'y a plus rien. On en est à faire de la com, à dire que le président est courageux parce qu'il va rencontrer 3 Français qui ne sont pas contents devant 2 caméras. 3 casseroles. 3 casseroles. Et il est courageux, mais courageux de quoi ? Vis-à-vis de quelle épreuve ? Vis-à-vis de quelles décisions difficiles. Donc c'est ça aussi que les Français ressentent de ce point de vue-là. Donc aller chercher maintenant le panache dans le pouvoir et plus bravage que le panache d'ailleurs. On voit bien que c'est très compliqué de prendre une décision qui met en danger, qui met en difficulté et qui provoque vraiment quelque chose qui va changer la donne. Donc on verra bien comment ça va se passer. On est dans une logique de certains l'ont écrit, c'est vrai, de mai 68 rampant, rentré, qui est sans arrêt là. Cette colère, elle est diffuse, elle est structurelle maintenant, elle est permanente. Elle va se rencontrer dans les élections, elle va se rencontrer dans divers rendez-vous. Et effectivement, s'il y a des nouvelles concertations, on verra dans quelle mesure on est au niveau d'un Grenelle après 68 qui avait considérablement changé la donne. Mais j'ai pas le sentiment que ça soit dans les cartons du gouvernement. Pas franchement. Et ça coûte cher un Grenelle. Non, puis le contexte économique alors que la note permet pas.
Voilà. Puisqu'il y a la note Fitch qui donne la conséquence. Alors je crois que Frédéric Brindel va en reparler dans un instant à 10h30, mais ça va changer quoi? Ça change quoi? C'est l'abaissement de cette note. Enfin, ce qui est important de ce que j'ai compris, c'est que c'est le contexte politique qui a fait que la note de la France a été dégradée, puisque le gouvernement, a priori, et Éric Revel nous le disait ici, avait passé cette réforme des retraites pour plaire justement à ces agences de notation. Mais c'était la même chose pour Nicolas Sarkozy. Quand il perd son AAA, il dit on a fait la réforme des retraites. Je comprends pas. Donc en fait, le problème c'est que la France est endettée. Et alors on peut dire on s'en fout des agences de notation. C'est ce que disait la gauche à l'époque. Le AAA, mais c'est de la blague, on s'en fout. Mais en même temps, ce que moi j'ai remarqué, c'est vraiment le commentaire politique. C'est-à-dire Fitch note l'impuissance politique du pouvoir. Donc ça, c'est un signe qui est envoyé partout dans le monde sur le président de la République française ne peut pas gouverner, il est bloqué, il est empêché. C'est exactement le contraire de ce que veut démontrer Emmanuel Macron. Et pour l'instant, on verra bien au terme des 100 jours s'il a une solution pour sortir de ce blocage. C'était le vrai carton jaune, en fait, de donner à Macron. C'est Fitch qui l'a donné, C'est presque rouge. Il est orange, non? Il y a deux cartons jaunes. Il y a Fitch et puis il y a le livre de Bruno Le Maire. Mais c'est de manière un petit peu déguisée, quoi. Je vais le lire, moi, pour voir. Le gars, il dit, je suis déjà passé à autre chose. Je voudrais voir, effectivement. Je voudrais voir, au-delà de cette page, ce que... Oui, on peut imaginer qu'il y a autre chose, oui, bien sûr. Merci à tous les quatre. Bon 1er mai à tous. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. Bonne journée sur Sud Radio.